Dans la vie d'un policier, il y a des enquêtes simples et il y en a d'autres pas mal plus complexes, comme une histoire bien écrite dont on ignore la conclusion. C'est le cas d'une histoire surprenante racontée par l'enquêteur spécialisé en œuvres d'art, Alain Lacourcière. Une histoire mystérieuse qui remonte aussi loin que la Renaissance italienne et qui se termine dans les rues de Montréal au début des années 2000, avec en son centre un tableau attribué au peintre italien Lorenzo Lotto, une œuvre ancienne qui ne sème sur son passage que la bisbille, le malheur et même la mort. Dans le milieu de l'art, il y a deux familles, si on veut. Il y a les collectionneurs et les spéculateurs. Le collectionneur va acheter avec toutes les informations nécessaires, va faire une recherche, va prendre son temps. L'autre, le spéculateur, lui, il est là pour faire de l'argent rapidement. Au cours de sa carrière, l'enquêteur Lacourcière a eu affaire à plusieurs de ces spéculateurs en quête de profit. Ce fut le cas à l'été 2002. Au mois de juin 2002, il y a un monsieur qui m'appelle. C'est un monsieur, il est propriétaire d'un restaurant dans l'ouest de la ville. Il m'appelle puis il me dit que lui, un de ses amis, le docteur Schutz, est décédé en avril et qu'il a toujours été copropriétaire d'un tableau avec lui, de Lorenzo Lotto, un grand tableau d'environ 2 mètres par 2 mètres. Et là, le tableau était dans une banque, à la Banque de Montréal, dans le Vieux-Montréal, et que dernièrement, il est allé pour récupérer son tableau et il peut plus rentrer. Le tableau a été changé de voûte. Apparemment que le tableau est toujours à la banque, mais il n'est pas dans la même voûte. Il ne peut plus rentrer, récupérer son bien. Et là, il dit qu'il a été volé et il veut entreprendre une enquête criminelle concernant le vol de son Lorenzo Lotto. Donc, lui, il remplit un rapport de vol pour son tableau que je complète avec lui. Et il devient mon plaignant principal. Et de là, je commence les vérifications pour aller et remonter jusqu'au tableau. Dans un premier temps, je fais venir le rapport de police du décès du monsieur qui se dit docteur Schutz. Le rapport est assez volumineux. Le monsieur a été retrouvé dans une maison-appartement, dans un 1,5, au centre-ville de Montréal. Il y a peu d'informations. Il serait mort d'une cause naturelle. Il n'y a pas de famille, il n'y a rien. Et là, on a des armes à feu, pistolets, revolvers, de cachés et de scotchés sous l'évier, sous un bureau. Il y en a au total 7. On a une de ces armes-là qui est une arme ancienne de la Deuxième Guerre mondiale. Un Glock allemand, très ancien. Et toutes les armes sont chargées, là, sont prêtes à faire feu. Là, je regarde le dossier et là, je vais plus loin. J'appelle le policier qui était sur les lieux et lui, il me dit qu'il a parlé à une petite fille qui squatte au 2e étage, qui s'occupait un peu de lui, que lui, oui, était docteur. Il a montré des papiers, comme de quoi qu'il avait un doctorat et qu'il avait fait la guerre. Lui, il dit à cette fille-là qu'il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Elle dit que M. Schutz, les derniers mois, est très nerveux. Elle dit, c'est pas s'il est paranoïe ou s'il a vraiment peur de quelqu'un. Mais elle sait qu'il y a quelque chose, puis il lui montre aussi des photos d'œuvres d'art. Il lui dit que ça, c'est des œuvres importantes, c'est des œuvres de millions de dollars, qu'il y en a déjà eu, qu'il sait où il y en a. Dans l'appartement du défunt, les policiers ont trouvé une grande quantité de documents, pour la plupart en allemand. Les éplucher en entier est un véritable travail de moine. Je l'ai fait traduire en français. Au début, dans tous les papiers qu'on a, là, on découvre que le docteur fabule un peu sur plein de choses, dont des tableaux qu'il aurait achetés en Autriche, entre autres, en Allemagne, et que ces tableaux-là sont dans des musées, entre autres. Donc, c'est impossible que lui les ait eus. Et je vérifie aussi son doctorat. Là. Le doctorat en question, chimiste ou peu importe, a été acheté à Hawaï. Donc, il n'est pas docteur du tout. Est-ce qu'il a fait la guerre ou pas? On n'a rien qui nous dit ou qui nous permet, un, de savoir si c'est son vrai nom, deux, s'il est polonais ou allemand, et on peut pas remonter la piste plus loin que qu'est-ce qu'on a entre les mains. Et de toute façon, au niveau de la police, là, on n'est pas là non plus pour retrouver ou faire une histoire avec le passé de quelqu'un qui est décédé.
Et là, on s'aperçoit qu'il rencontre énormément de monde ici, à Montréal, et fait investir dans des tableaux. Et principalement, on a les descriptions de tableaux du Lorenzo Lotto, le tableau qui aurait été acheté par mon plaignant. Et là, je m'aperçois aussi qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont les possesseurs de ce tableau-là. Dans tous les papiers que j'ai, là, on est rendu là, avec plusieurs propriétaires du même tableau pour plusieurs différents montants. Mon plaignant aurait payé 200 000 pour avoir ce tableau-là. Monsieur Schutz a fait aussi investir une antiquaire de Westmount au départ pour apporter ce tableau-là ici. Mais là, tout ce qui est mis en branle, c'est qu'on paye des 50, 100 ou 200 000 pour un tableau de 16 millions de dollars. Lorenzo Lotto est un successeur un peu de Michel-Ange et de Léonard de Vinci. C'est un peintre d'une très haute réputation. Aujourd'hui, les œuvres de Lorenzo Lotto sur le marché sont très peu nombreuses. Donc, il faut savoir qu'elles sont dans les musées et des grandes familles ou des grandes richesses du monde entier. Qu'une œuvre de cette ampleur-là, de cette grandeur-là, c'est un grand tableau, c'est très rare sur le marché, d'où le 16 millions de dollars. Pour prouver aux investisseurs que le tableau est réel ou qu'il y a une forte possibilité qu'il le soit, il y a des papiers, il y a surtout un certificat d'authenticité d'une personne de la rue Sherbrooke qui est assez bien réputée, qui est historien de l'art et qui a fait des analyses, disons, stylistiques du tableau pour démontrer que oui, selon lui, l'œuvre est authentique. Sauf que évaluer ou authentifier une œuvre de Lorenzo Lotto, ça se fait pas avec quelqu'un de Montréal. Là. Ça se fait avec un conservateur en Italie, qui est le spécialiste de Lorenzo Lotto. Il faut qu'on ait son accréditation à lui pour dire que oui, le tableau est vrai, que là, maintenant, je suis capable de dire qu'il vaut 16 millions de dollars, oui. Mais qu'on ait les papiers de qui on veut. Toutes les galeries de Montréal, ensemble, ça donnera pas une authentification du tableau. Mais les spéculateurs sont attirés par ça. Et c'est pour ça que là, plein de gens vont investir dans le tableau. On se ramasse en 2002 avec un tableau et mon plaignant qui veut le récupérer et ça presse parce qu'il sait qu'il vaut peut-être un potentiel de 16 millions de dollars. Ce qui nous laisse croire que le tableau est peut-être vrai, peut-être pas, mais qui est toujours ici à Montréal et qu'il faut aller justement le voir, l'examiner, le faire authentifier et voir qui en est le réel propriétaire. Examiner le tableau de Lorenzo Lotto sera cependant plus compliqué que ne l'avait cru l'enquêteur au départ. Je m'en vais à la banque et là, je rencontre à la salle des voûtes l'agent de sécurité qui est là. L'employé de la banque explique alors à l'enquêteur Lacourcière que la Curatelle publique du Québec a déjà fait une demande pour récupérer le tableau. La Curatelle est la propriétaire, selon elle, des biens de M. Schutz, qui n'a pas de famille, et elle est là pour récupérer tous ses biens. Et là, l'agent de sécurité me dit « Vous pouvez pas avoir le tableau, il est déjà remis à la Curatelle publique du Québec. » J'ai dit « Vous voyez mon mandat de perquisition? » Elle dit « Oui, effectivement. » J'ai dit « Vous êtes en état d'arrestation pour entrave. Vous avez le droit d'appeler un avocat, ce que je vous conseille immédiatement. Vous avez le droit de garder le silence, ce que je vous conseille aussi. » Un enquêteur en conflit avec la Curatelle publique pour saisir un tableau de 16 millions de dollars ayant plusieurs propriétaires, c'est déjà un bon début. Mais la suite de l'histoire n'est pas mal non plus. En plus du faux docteur marchand d'art et du restaurateur floué, elle marquera l'entrée en scène d'un emballeur de tableaux malchanceux qui connaîtra une fin tragique, de deux frères italiens à la moralité douteuse et d'un mystérieux aristocrate beaucoup plus effrayant que noble. Ils me disent, vous pouvez prendre le tableau. J'ai dit, vous êtes libéré. Il n'y aura pas d'accusation contre vous. Je prends le tableau et je sors à l'extérieur avec le tableau. Et on l'a envoyé le faire emballer et entreposer jusqu'à qu'on puisse en faire l'expertise. Moi, pendant ce temps-là, j'épluche les dossiers, la boîte de documents du Dr. Schutz. Aussi loin que je peux remonter dans les papiers de Schutz, pour le Lorenzo Lotto, ça provient d'Autriche, de deux frères italiens
qui sont réputés, la police là-bas me confirme que ces deux frères-là sont réputés pour être justement des gens pas très, très catholiques, si on veut, entre guillemets, là, pour la provenance de leurs tableaux, qui auraient passé et revendu des œuvres qui provenaient du pillage nazi. Quand on fouille les papiers, qu'on va jusqu'aux frères italiens en Autriche, on n'a aucun répertoire d'œuvres vendues, attribuées ou avant 1948 de ce tableau-là. Vous savez qu'on peut remonter dans les archives de toutes les maisons d'enchères au monde depuis 100 ans, 150 ans. Et quand on fait les vérifications avec les plus grandes maisons d'enchères, on n'a aucune trace d'un Lorenzo Lotto de ces dimensions-là et de ce sujet-là. Et Sacra Conversazione, on n'a pas de ça. De tous les propriétaires du tableau, il y en a un qui attire particulièrement l'attention d'Alain Lacourcière. Un mystérieux aristocrate aux fréquentations peu recommandables qui a rencontré le docteur Schutz dans les années 70. Il y a beaucoup de noms qui ressortent, mais il y en a un qui revient toujours concernant ce tableau-là. Un individu qui serait M. Van Braun. M. Van Braun, on a sa photo dans le dossier, on a des notes traduites de l'allemand au français du Dr. Schutz qui dit qu'il a vendu le tableau. Il est propriétaire d'un grand manoir dans les Laurentides, où on va, le manoir, il n'a jamais appartenu. Il était locataire. Ce manoir-là est en fait une possession de criminels. Et lui, on n'a plus de traces ni d'entrée au pays avec son passeport, ni de sortie. Donc, c'est un faux nom, c'est un faux passeport. Quand je fais des vérifications, les gens qui m'en parlent sont tous effrayés par lui. D'après ses propos, d'après son regard, c'est pas quelqu'un qui sourit. Il y a personne de tous ceux que j'ai rencontrés qui est lié d'une certaine amitié, même d'une certaine relation avec lui. Parce que c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir, un côté méchant qui est considéré par tout le monde comme étant quelque chose d'agressif. Et lorsque je fais des vérifications en Europe pour ce Van Braun-là, on le dit associé à un château dans le sud de la France qui aurait été en vente et l'agent d'immeuble, lors d'une visite, a retrouvé les deux occupants décédés, assassinés. On sait que Van Braun, son titre de noblesse est faux. Parce que dans les documents qu'il donne à Schutz, c'est des documents où on remonte pas à sa famille, à une autre famille. Donc, c'est des armoiries qu'il a volées à une autre famille. Entre-temps, on arrive avec un autre individu qui va se dire plus tard propriétaire du tableau, un monsieur Amabili. Monsieur Amabili, lui, il y a une compagnie dans le Vieux-Montréal qui font d'emballage, d'œuvres d'art, mais de toutes sortes de produits aussi. Et lui récupère le tableau avec l'assentiment de M. Schutz. M. Schutz, lui, décide d'envoyer le tableau à un restaurateur à Toronto. Parce que le tableau n'est pas en excellent état pour être vendu et le tableau devrait être nettoyé et le tableau est envoyé là-bas. Le restaurateur n'est pas payé. Il ne reçoit aucune somme d'argent. Et là, le restaurateur, avec Amabili, décide d'envoyer le tableau à New York, une maison d'enchères, pour être vendu. Van Braun vend de ça, et Van Braun, on sait qu'il se rend à New York, et là, il pète une crise, et il veut récupérer le tableau. Van Braun est furieux contre Amabili, qui souhaite procéder à la vente du tableau à New York. Une vente qui ne se fera jamais. Là, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais le tableau est rapatrié ici. Et Amabili, dans les semaines qui suivent, a plusieurs rencontres avec Van Braun. Et à un moment donné, Amabili est retrouvé mort, assassiné, par un coup à la tête. Et le meurtre est toujours non résolu. À partir de là, Van Braun disparaît. Madame l'antiquaire de Westmount ne veut plus rien avoir avec le tableau. Amabili est décédé et le tableau est resté pendant tout ce temps-là dans les mains de Schutz. Et Schutz est mort. Qui est le propriétaire du tableau? C'est mon plaignant du départ, celui qui a un restaurant dans l'ouest de l'île.
Alain Lacourcière est parvenu à reconstituer le parcours du tableau depuis son arrivée au pays dans les années 70. Le moment est maintenant venu de le faire authentifier par des experts en la matière. S'il est très curieux de savoir si le tableau est un vrai loto, ses patrons le sont beaucoup moins. Alain Lacourcière est parvenu à démêler l'incroyable casse-tête autour de Schutz et des nombreux propriétaires du tableau de Lorenzo Lotto. Mais comme le faux docteur est mort de cause naturelle et que le tableau n'a plus qu'un seul propriétaire, les patrons de l'enquêteur ne voient pas l'utilité de débloquer des fonds pour faire l'expertise du tableau. Mais ceux qui connaissent Alain Lacourcière savent que c'est un homme persuasif et tenace qui obtient généralement ce qu'il désire. Je fais des représentations et je vais voir M. Goldfarb, qui est une sommité en art italien. On fait venir un M. Turquin de France, qui est un expert d'art Renaissance. Le sujet même et son titre, La Sagra Conversazione, est un sujet que je qualifierais de très rare dans l'histoire de l'art. Ce n'est pas un sujet usité du tout en peinture religieuse, là, une conversation entre personnes saintes. Ce serait un élément d'authentification, là, sérieux, là, pour dire, il n'y a pas d'autre peintre qui a fait ce sujet-là. Le peintre Lorenzo Lotto, Quattrocento italien, la Renaissance italienne, c'est un peintre très connu. C'est un peintre de l'Église. C'est un peintre qui ne peint que pour l'Église, le Vatican. Là, à ce moment-là, il y a des considérations d'ordre esthétique. Ce qui complique les choses dans l'attribution des œuvres datant de la Renaissance, c'est qu'à cette époque-là, le peintre dont le talent est reconnu embauche des étudiants qui aident le maître à réaliser des œuvres. Donc, ça pose toutes sortes de problèmes de dire, est-ce que c'est une œuvre de l'artiste? Hein? Parce que c'est le critère numéro 1 de l'établissement de la valeur d'une œuvre. On est à l'ère de la Renaissance italienne. C'est la perspective dans le tableau, les points de fuite, c'est d'aller retrouver justement tout ce qui amène l'œil à regarder à un endroit particulier. Et Lorenzo Lotto est un maître de ça. Tout le monde n'a pas l'expertise pour évaluer un tel tableau, mais les experts consultés par Alain Lacourcière sont des sommités dans le domaine, et leur verdict est sans appel. Moi, ayant aussi une base en histoire de l'art, quand on tire les orthogonales, trouver le point de fuite, ça tombe pas aux bons endroits pour un tableau de Renaissance, ça se peut pas, ça n'a pas de bon sens. Et les experts stylistiques sont tous unanimes à en conclure que c'est un tableau très faible et d'une très mauvaise facture, donc d'un élève médiocre. Le dernier propriétaire du tableau espérait peut-être toucher des millions en le vendant, mais l'enquêteur doute fortement qu'il ignorait totalement l'histoire douteuse de son faux Lorenzo Lotto. Mon plaignant, au départ, il a sa version, il a son histoire. Mais là, en fouillant dans les papiers, je m'aperçois qu'il y a plein de choses qui ne correspondent pas. Toute cette histoire-là, il n'y a absolument rien de fondé à nulle part, puis j'ai aucun document qui me démontre que quelqu'un a vraiment payé de l'argent ou il y a des chèques qui ont été faits. Mon opinion à moi, là, du premier Schutz ou de l'Antiquaire jusqu'au dernier, il n'y a pas personne, que ce soit de Van Braun ou encore de Montplaignant, il n'y a pas personne dans ça qui s'intéresse vraiment à l'art. Tout le monde a su que c'était pas vraiment un tableau des plus intéressants, mais même sans conclusion ultime, ce que j'ai fait, j'ai remis le tableau à la curatelle. Donc, ils ont vendu le tableau à Montplaignant pour quelques milliers de dollars, parce que même les encans à Montréal ont trouvé qu'il n'y aurait pas d'intérêt à l'achat de ce tableau-là, même à 5 000 $. Il y a quelques années, il m'a contacté pour me dire qu'effectivement, le tableau est pas vrai et qu'il va le donner à une église à Montréal, où le tableau serait toujours. Libre à vous de faire un pèlerinage à travers les églises de Montréal pour tenter de découvrir où se cache le faux Lorenzo Lotto. Mais vous me direz que c'est tout à fait normal qu'une image religieuse se trouve accrochée dans une église, mais pour conclure une histoire où tout le monde semble avoir été malhonnête, ça a quand même quelque chose d'ironique. Car si aucune arrestation n'a été faite dans cette affaire, les coupables ne manquent pas. Le
Le docteur Schutz est mort en solitaire, le meurtre d'Amabilie n'a toujours pas été résolu, et Aaron von Braun s'est évaporé dans la nature depuis des décennies. Et ce ne sont que 50 ans dans l'histoire d'un tableau qui date de la Renaissance. Une image vaut souvent plus que 1000 mots. Avec celle-ci, on aurait eu droit à une sacrée conversation.